Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Un peu comme un impératif, oser la rigueur. Oser la rigueur, nous dit Gildas Tanko, c'est le titre de son livre. Le sous-titre, comment cultiver l'excellence et transformer votre environnement par la performance. Qui est Gildas Tanko? Eh bien, il faut aller à la 4e découverture de son livre pour savoir qu'il est un entrepreneur qui vit pour chercher Dieu, se soumettre à lui, afin de contribuer à l'extension de son royaume sur la terre grâce à tout ce qu'il entreprend. Il souhaite que les gens voient la beauté de Dieu, son amour, sa grâce, sa miséricorde et la paix qu'il offre. Il est le gérant de Standard, une entreprise qui existe pour créer une valeur supérieure, durable dans l'industrie de la gestion du risque, afin notamment d'inspirer les clients, ses partenaires et les communautés dans lesquelles il opère à bâtir une culture de sécurité au sein de leurs activités, de sorte qu'ils produisent avec plus de sérénité. Il est également fondateur de Rigorwell & Co. C'est un projet avec sa femme, la création d'une association qui encourage les familles à prendre soin de leurs enfants atteints de trisomie 21 ou d'autisme. Il est avec nous et nous l'accueillons de suite, Gildas Tanko. Bon après-midi et bienvenue au Point littéraire. Bonsoir cher Jean-Jacques Foucault. Bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Merci pour l'invitation. Voici un livre que vous nous proposez, Oser la rigueur. Il le faut. C'est un impératif peut-être. C'est un impératif, mais c'est aussi une opportunité. Parce que nous devons, dans notre environnement, réapprendre à bien faire tout ce que nous touchons et à injecter une bonne dose d'amour dans tout ce que nous entreprenons. Est-ce que vous pouvez dire que vous vous considérez comme quelqu'un de rigoureux? La rigueur et l'excellence, c'est un voyage. J'ai eu beaucoup d'expériences de légèreté dans le passé et il a fallu des aînés qui me disent la vérité et qui me montrent mes écarts. Oui. Et grâce à ces aînés et surtout à mon grand-père maternel et mon papa, j'ai su au fur et à mesure voir l'importance de faire les choses différemment. Oui. Les choses de sorte que ça crée de la valeur, de sorte que ça bénisse les autres, mais que les gens, en bénéficiant du travail que je leur apporte, puissent dire waouh. Vous avez démarré progressivement, d'abord par une prise de conscience. Et vous nous faites savoir que c'est un voyage dont c'est un construit quotidien, permanent. On ne peut pas dire que c'est une perfection qu'il faut atteindre, mais une démarche qu'il faut manifester et peut-être aller vers la performance effectivement. Oui, dans un environnement très compétitif, où les frontières se brouillent et où les technologies, les mutations technologiques vraiment avancées aujourd'hui font que pour se différencier, il faut faire les choses différemment, peut-être mieux qu'hier. Oui. Mais c'est un parcours et ce parcours, c'était vraiment violent en 2012 lorsque ma chef de l'époque m'a démis de ma fonction pour légèreté. Oui. À l'époque, mes pleurs et mes supplications n'avaient rien donné.
Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissant pour cette décision qu'elle avait prise. Quand je regarde en arrière, ça m'avait amené à dire personne ne reprocherait pour la qualité de mon travail. Être rigoureux, c'est un engagement qu'il faut prendre et commencer. Si aujourd'hui quelqu'un nous écoute et il a l'impression qu'il y a beaucoup de légèreté dans son travail, comment on opère le changement ou la transformation, du moins le début de la transformation? Oui, premièrement, il faut d'abord être convaincu que c'est le choix qu'il faut faire et que ce choix commence par soi-même. Premièrement, il faut se dire, c'est d'abord l'amour pour soi-même, comprendre qu'on a de la valeur, comprendre qu'on est important. Et quand on se rend compte qu'on a cette valeur, et ce qu'on extériorise en fait, doit être l'image de ce que nous sommes et comment nous nous voyons. Oui. Et si nous donnons une certaine valeur et que de manière extérieure, ce que nous faisons est contraire à la manière avec laquelle nous nous voyons, et vous voyez qu'il y a un écart. Oui. Et c'est un écart qui, en réalité, nous amène à ne pas avoir une véritable confiance en nous-mêmes. Donc l'autoconfiance se bâtit lorsque on est capable d'extérioriser ce que nous sommes véritablement. Et bien faire son travail doit être à l'image de ce que nous sommes déjà. Donc c'est la première chose, l'amour envers soi-même. Deuxième chose, il faut comprendre qu'on a besoin des habitudes, développer des habitudes pour que ça devienne naturel. C'est-à-dire que l'habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est des rituels, des routines ou des comportements qu'on met en œuvre, de sorte que tout ce qu'on fait par la suite devient naturel. Par exemple, si je devais me brosser les dents chaque matin, je dois me rassurer que la brosse à dents et la pâte dentifrice sont facilement accessibles. Si je dois fouiller un sac pour sortir ma brosse à dents et la pâte dentifrice, vous voyez que ça devient beaucoup plus compliqué. Et il se pourrait que je ne respecte pas mon engagement à vous brosser. Donc, pour être intentionnel envers la rigueur et l'excellence, il faut créer des habitudes simples du quotidien. Une des habitudes, c'est déjà se poser de bonnes questions. Qu'est-ce que je veux accomplir? Comment est-ce que mon travail va apporter la différence? Comment les autres seront bénis lorsqu'ils auront profité de la plus-value que j'ai apportée? Oui. Comment je deviens différent lorsque j'ai terminé ce travail? Et c'est ça, c'est-à-dire que pratiquement, il y a un auteur américain qui disait si je dois accomplir un travail ou si je dois couper un arbre, je dois prendre 80% de mon temps pour la préparation. Pour la préparation. Pour limer effectivement. Pour limer ma hache. Oui. Je dois prendre pratiquement 70 à 80%. Donc le temps de préparation pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux apporter comme plus-value? Qu'est-ce que je veux, quelle transformation je veux apporter à travers mon travail? Et puis, dans l'exécution, vous vous rassurez seulement, c'est comme une checklist. Et cette checklist-là, on l'a à la fin du livre. Oui. C'est comme une checklist, vous dites, ok, pendant que je suis en train d'accomplir mon travail, est-ce que je suis en train de le faire? Vous allez voir que c'est un processus, un va-et-vient entre le travail et le questionnaire. Et d'où, pour répondre à la question du processus dont vous parliez tout à l'heure, ce n'est pas la perfection. Pendant qu'on avance, pendant qu'on réalise, on peut se rendre compte, tiens, on est à l'écart de ce qu'on fait, mais en réalité, on a le feedback ou le retour du travail qu'on a accompli pour mieux affiner ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour mieux s'évaluer, il est nécessaire d'avoir effectivement une forme de liste qui nous permet d'évaluer les progrès et peut-être des régressions. Pour un départ, il faut avoir les listes parce que à un moment donné, ça devient lourd. S'il faut emporter sa liste chaque fois, à chaque fois, il faut que ce devienne systématique. Il faut qu'on ait eu de manière intentionnelle, voir pourquoi est-ce qu'on fait le travail qui nous est confié. Cher Foucault, vous allez vous rendre compte souvent, lorsqu'on nous confie une tâche ou lorsqu'on s'engage, c'est de manière automatique. On le fait simplement parce qu'on l'a demandé ou parce qu'on doit le faire. Et on ne se pose pas la question, ce travail, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je veux apporter? Quelle différence? Les gens tireront de ce travail à la fin. Il faut absolument une certaine projection. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites, il faut se poser les questions. Où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Se fixer des objectifs, avoir effectivement ce que vous avez appelé des rituels, des routines ordinaires qui vont vous permettre de rester focus sur votre objectif. Oui, absolument. Le point sur
qui est-ce que je veux être Oui. est très important. Et au début du livre, j'insiste vraiment là-dessus. Dans notre environnement, mes expériences humblement, beaucoup de gens commencent par qu'est-ce que je veux avoir. Je veux avoir plus d'argent. Là, on parle vraiment de matériel. Oui, je veux avoir plus. Et ça ils tirent leur identité de ce qu'ils veulent avoir. Oui. Ben, lorsque l'économie devient difficile, lorsque le contexte change et que vous perdez ce que vous avez, ça signifie que vous avez perdu votre identité. Vous n'êtes plus rien. Vous ajoutez même à l'intérieur de votre livre que chaque fois, posez-vous des questions en faisant la liste que si je possède tel ou tel bien, qu'est-ce qui restera après moi? Oui, bien sûr. Est-ce que ça aura la même valeur? C'est-à-dire, on parle peut-être de maison, de véhicule. C'est clair que lorsque vous êtes parti, le véhicule n'a plus la même valeur. Par contre, ce que vous avez laissé derrière vous comme enseignement, peut-être comme livre, comme on le tient en ce moment, le livre gardera sa valeur infiniment. Vous aurez laissé à la postérité quelque chose. Oui, loin de moi de dénigrer ou dénaturer l'effort des uns et des autres pour construire leur vie, avoir leur bien et autres. Mais je dis simplement, ces biens peuvent perdre de la valeur. Mais notre identité, ce qui compte le plus, dans un an, qui voudrais-je être? Je veux être quelqu'un qui apporte de la valeur. Quel type de valeur? Et ainsi de suite. Si vous posez ce genre de questions en filigrane, vous aurez des réponses qui vont vous aider justement à prendre des actions qui vont vous mener à l'identité, à le type de personne que vous voulez être à la fin. Et ça, on ne pourra jamais, jamais, jamais vous retirer. Oui. Et lorsque le contexte change, comme je le disais tantôt, lorsque les difficultés arrivent, vous pouvez vous relever parce que vous avez un ancrage fort. Oui. Vous avez, pendant votre parcours, acquis un certain nombre d'expériences, de savoir-faire. Peut-être si vous avez atteint des objectifs, vous êtes capable de refaire le même parcours et d'avoir des résultats peut-être même meilleurs que la première fois. Alors ça nous permet de parler de la rigueur parce que être perfectionniste et être rigoureux, c'est pas la même chose. Déjà, vous avez relevé un aspect très important, c'est que chaque fois qu'on parle de rigueur, on voit tout de suite des personnes assez acariaques, des personnes difficiles à vivre. Mais il ne s'agit pas nécessairement de cela. Alors, entre le perfectionniste et le rigoureux, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Oui, je pense que les gens prennent la distance avec la rigueur parce qu'il y a la définition, par exemple, du Larousse, définir la rigueur comme quelqu'un qui est dur, comme quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui n'est pas flexible. Mais dans le livre, je définis la rigueur comme l'état d'esprit qui consiste à choisir, puis à persévérer, à bien accomplir tout ce que nous touchons et entreprenons sans exception. Tout à fait. Oui. Maintenant, la réponse relative à la différence entre rigueur et perfectionnisme, c'est que la rigueur, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on apprend, on s'améliore, et le retour des gens, on affine. Pourtant, le rigoureux est arrêté dans sa tête. Il voit tout sous le prisme de la perfection. Et le danger avec ça, c'est que ça le bloque. Vous parlez du perfectionniste. Du perfectionniste. Oui. Ça le bloque, ça l'empêche de prendre des initiatives. Il a peur d'échouer. Et c'est un cercle vicieux. Parce que, ok, il veut plaire aux gens. Ok, quand il s'engage et que il ne produit pas le résultat qu'il attendait, bon, il s'est dit, on l'a rejeté. Et du coup, il revient encore dans le cycle de départ et il ne prend pas comment dire ça? Des initiatives peut-être pour progresser, pour avancer, parce que déjà, lui dire qu'il a mal fait, déjà c'est comme si on le rejetait. Et il a peur. Et comme il a peur, il prend difficilement des initiatives. Ben, la personne rigoureuse va dire, je suis dans un processus, je suis en voyage, je suis en apprentissage, je vais prendre des initiatives. Mais ce que j'appelle la polarité émotionnelle. La polarité émotionnelle, ça veut dire, j'accepte, dès le départ, je m'engage à bien faire et à produire un résultat excellent. Mais dans le processus, j'accepte de ne pas avoir toutes les bonnes réponses. J'accepte d'avoir quelques écarts. Mais justement, ces écarts-là vont me permettre d'avancer vers ce que je vise. Donc le perfectionniste est calé. Il recherche son idéal que lorsqu'il n'obtient pas, il devient quelquefois frustré. Par contre, le rigoureux, c'est qu'il faut aller au-delà des standards habituels. Oui, bien sûr. Il cherche à aller au-delà et au-dessus des standards parce qu'il se dit que, en réalité, quand on atteint un standard, ce standard plus tard devient la norme pour le rigoureux.
Parce qu'il se dit, il y a toujours mieux à faire. Parce que, mon cher Foucault, là, dehors, il y a des gens qui connaissent mieux que nous. Oui. Et chez qui on peut apprendre des choses extraordinaires. Donc, si je suis dans mon coin, je me dis, ok, tant que je n'ai pas tel résultat, je ne prends pas l'initiative, c'est se faire du tort à soi-même. Pourtant, en allant là dehors, et d'autres personnes, en lisant peut-être ce livre, on dit, mais Gildas, il y a des écarts dans ton livre. Je pense que j'apprendrais mieux de ce retour-là que si j'étais resté dans mon coin à voir mon livre et dans le tiroir parce que j'ai peur de ce que les gens diraient. Pour effectuer des changements ou pour migrer vers la performance, il faut absolument du courage. Dans votre livre, vous faites savoir qu'il ne faut pas rire à la barbe de ceux qui essayent, même s'ils n'ont pas terminé, parce qu'ils ont au moins essayé. Donc, démarrer une initiative, même si on ne l'achève pas, cela mérite des encouragements. Oui, ça mérite des encouragements. Pendant une bonne partie de ma vie, je me disais que c'est être lâche que de commencer et ne pas terminer. Jusqu'à ce que moi-même, je me trouve un jour en train d'encourager ma femme, de dire, mais attends, que vous êtes vous-même incapable de suivre. Donc, il faut commencer par soi-même, mais avoir beaucoup d'humilité et de courage. Le courage, c'est quoi? C'est de dire, écoute, je ne suis pas parfait, monsieur Foucault. Je suis en voyage avec toi. Mais voilà le chemin qu'il faut prendre. Ça demande du courage, ça demande de l'humilité. Donc, il faut commencer par soi-même, mais en encourageant les autres, leur dire, ok, il faut avancer, mais tu as mon accueil. Si tu ne réussis pas comme tu veux. Et c'est là où je dis souvent à ma fille, souvent, écoute, sache que papa est là même lorsque tu auras commis la pire des erreurs. Ne cache jamais rien à papa, même si tu as commis des choses vraiment terribles. Je suis la première personne avec qui tu vas courir, je vais t'accueillir. Ça signifie simplement qu'il y a le droit à l'erreur, le droit de dire aux gens, tu peux faire des erreurs, mais on va toujours t'accueillir et t'accompagner, tenir ta main pour avancer. Mais surtout, pour encourager ces personnes, leur poser la question, où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux y arriver? Parce que c'est là qu'est la clé. Et lorsque les gens comprennent là où ils veulent arriver, ils ont une certaine vision de leur vie, ça fait vraiment la différence. Déjà, donc, pour répondre à la question, pour me résumer... D'abord, être un exemple. Il faut être un exemple. Il faut être humble. Ne pas dire ce que soi-même on n'est pas capable de faire. Deuxièmement, dire aux gens qu'ils peuvent échouer. Et que même s'ils échouent, vous serez là pour les accompagner. Mais au même moment, être à leur côté comme un coach. Un coach, il leur dit, tu as du potentiel, mais ce potentiel-là, c'est à toi de le bâtir. Il faut le développer. Il faut le développer parce que chacun en nous avons ce qu'on appelle le potentiel. Et maintenant, en collaborant avec les autres, c'est-à-dire que si vous êtes un aîné, vous avez, quand il y a un aîné, c'est pas nécessairement en termes d'âge, ça peut être aussi en termes d'expérience, de compétences, c'est d'accompagner en posant beaucoup de questions. Où est-ce que tu veux y arriver? Est-ce que en le faisant de cette manière, tu penses que ça t'amène à la destination que tu souhaites pour toi? Est-ce que ça t'amène à être la personne que tu veux être? Et surtout, est-ce que ça bâtit ta crédibilité? Parce que la crédibilité, cher Foucault, est tellement importante pour chacun d'entre nous. Et nous allons parler de crédibilité dans quelques minutes. Pour des déplacements en toute sécurité avec le soutien de MTN, le ministère des Transports vous recommande de voyager à bord des bus équipés des caméras Iman Driver. Pour plus d'infos, appelez le 80 98. Arrivé en cet instant, sachez que vous avez perdu quand même beaucoup de choses, mais heureusement il est possible de réécouter l'émission en podcast sur la page de la radio, comme il est possible de nous regarder en direct en ce moment. N'hésitez surtout pas de poser vos questions. Nous recevons Gildas Tankou qui nous présente son livre Oser la rigueur. Oser la rigueur, le sous-titre est davantage parlant. Comment cultiver l'excellence et transformer votre environnement par la performance?
Nous avons déjà parlé notamment de l'homme rigoureux, la différence qu'il faut faire entre la rigueur et le perfectionnisme. Maintenant, nous sommes davantage sur l'influence. L'humilité est à conseiller, vous l'avez dit. Et il faut aussi du courage. Et peut-être les jeunes ont, dans une musique assez récente, dit qu'il est important. Ceux qui ont commencé peuvent échouer. Mais ceux qui ne commencent pas sont sûrs et ont déjà échoué. Donc quelquefois, il faut prendre son courage à deux mains pour avancer. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il nous faut de l'humilité. Il faut prêcher par l'exemple nous-mêmes. Alors, est-ce que toujours il est évident que les gens se montrent ouverts s'il y a des résistances quant à ce qu'il faut apporter un peu de rigueur à leur travail? Comment est-ce qu'on s'y prend pour briser les résistances qui peuvent exister peut-être dans le milieu professionnel? Si on est chef d'équipe dans un projet entrepreneurial, il faut bien qu'on trouve des stratégies pour amener les gens à adhérer à la vision qui est présentée. Oui, il faut que les gens nous connaissent comme une personne qui prend soin, a caring person, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un dont l'intention et l'agenda est d'élever les autres. Si vous êtes dans une équipe et les gens ont l'impression que chaque fois vous tirez les résultats pour vous-même, vous créerez un environnement de compétition malsaine. Oui. Donc il faut créer dans l'esprit des gens, que les gens aient l'image d'une personne qui prend soin, qui care, et dont l'objectif est toujours de les élever. Et si vous avez cette mentalité, vos reproches ne seront pas vraiment des reproches. Ce sera en fait une manière de dire: mon cher, je veux t'élever. Mon cher, je veux que tu deviennes meilleur. Parce que tu peux vraiment devenir meilleur. Et donc, prends mon conseil. Oui. Prends mon conseil. Et donc, je vais forcément faire la différence entre le problème et les gens. Lorsqu'on amène les gens à dire: ok, tu n'es pas léger dans cette situation, entre parenthèses, oui. On peut être rigoureux dans certaines situations et léger dans d'autres. Tout à fait. Oui, oui. Donc, on n'est pas... c'est pour dire que c'est un voyage, en fait. Donc, amener les gens à dire: ok, dans le voyage que nous sommes en train de faire, moi, je t'encourage parce que tu sais qui je suis et je veux vraiment que tu deviennes une meilleure personne. Sache que si tu es léger, c'est pas parce que tu es mauvais. Oui. Oui, amener les gens, vraiment faire la différence entre le problème, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qu'on doit traiter, et les personnes. Parfois, on s'attaque aux personnes. Parfois, on s'attaque, et lorsque les gens ont l'impression qu'on s'attaque à leur personne, ça devient de la résistance, et ils ne nous écoutent plus. Et s'ils ne nous écoutent plus, on a perdu d'avance. L'idée, c'est qu'ils nous écoutent. Et une fois qu'ils nous écoutent, le message peut passer. Il faut quelquefois que le leader reconnaisse sa part de responsabilité lorsque ça ne va pas. Il faut donc avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître que ici ça n'a pas marché, peut-être parce que je n'ai pas mieux expliqué ou donné des directives assez claires à mes collaborateurs, en quelque sorte. Oui, c'est pour cela qu'être leader est difficile. Parce que aussi il faut travailler sur soi-même. C'est beaucoup de courage. Le courage d'accepter qu'on peut avoir tort. Le courage d'accepter qu'on peut apprendre, même de nos collaborateurs. Et une fois que nos collaborateurs comprennent que nous avons en face de nous quelqu'un dont l'agenda, la motivation, c'est de rendre les choses meilleures, ils auront tendance à nous écouter, sauf s'ils sont vraiment, sauf s'il y a d'autres raisons pour lesquelles... Ils se montrent réticents. Oui, ils se montrent réticents, mais dans mon expérience, lorsque vous êtes humble, vous reconnaissez vos torts, vous reconnaissez que vous êtes aussi en amélioration, par non seulement votre comportement, mais les process que vous mettez en place, les gens seront mieux susceptibles de vous écouter. Par exemple, dans une entreprise, lorsque vous vous dites: ok, dans mon entreprise, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le post-mortem review. Ça signifie que vous avez lancé une initiative qui a échoué. Ça a échoué pour plusieurs raisons. Parfois même, le top manager peut être l'un des responsables. Oui. Maintenant, il faut évaluer. Mais on s'assoit dans la salle de réunion. Nous avons une fiche qu'on suit. C'est sans sentiment. Dire comme ça, c'est sans sentiment. Et on se dit: pourquoi est-ce qu'on a échoué? Oui. Ce post-mortem nous aide. Ok, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de là? Et justement, c'est ça qui est extraordinaire lorsque on a toujours le désir de faire mieux. On apprend de ses erreurs. On assume ses responsabilités et on avance. Et j'insiste encore, quand les gens assument leurs responsabilités, ils deviennent beaucoup plus crédibles. Mais quand ils fuient leurs responsabilités,
tout le monde dans la salle sait que c'est un problème, c'est leur problème, et qu'ils refusent que c'est leur problème, ils sortent de là... un peu diminué. Oui, un peu diminué. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Il faut parfois reconnaître ses torts pour pouvoir avancer, pour que l'équipe progresse. Alors, la même rigueur qu'on peut appliquer dans le milieu professionnel, on peut également l'appliquer dans le milieu familial. D'ailleurs, vous avez pris les enfants. Et je dois avouer que c'est intéressant parce que les enfants, ce sont les adultes de demain, c'est la société de demain. La responsabilité parentale est énorme. Il faut travailler sur ces jeunes enfants très vite pour que demain, ils soient le reflet de notre rigueur, du moins la rigueur qu'on a inculquée à ces derniers. Lorsqu'on est en face des enfants, ils sont tout petits, ils sont, on va dire, c'est un terrain pratiquement vierge. Comment est-ce qu'on arrive à implanter ou s'aimer la graine de la rigueur? Premièrement, je vais commencer avec une histoire concernant mon grand-père. Mon grand-père, j'ai grandi quelques années avec mon grand-père dans la petite ville de Mélon, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Oui. Parfois, il m'arrivait, mes frères et moi et cousins, c'était une maison plein d'enfants. Quand on rentrait avec plein de boue, on laissait nos babouches avec plein de boue devant l'entrée de la maison. Quand on se réveillait, grand-père s'était levé tous les jours à 4 heures. Il avait balayé toute la cour. Nos chaussures étaient propres. Il les avait lavées. Quand j'entre en 6e, mon grand-père, il dit, ok, désormais, voilà ton lit. Voilà ton lit. Voici tes draps. Je vais te montrer comment on repasse sans faire 2 traits sur le pantalon. Donc vous voyez, et pour répondre à votre question, il faut encore être le modèle. Oui. Il faut que les enfants vous voient faire. Parfois, il y a beaucoup de parents qui sont absents. Ils délèguent, soit par la nounou, soit par des ménagères et autres, des responsabilités. Oui. Mais on ne les voit jamais montrer l'exemple. On ne les voit jamais montrer l'exemple. La première chose, c'est que, quelle que soit votre position, par exemple, mon papa aussi, il aimait, paix à son âme, il aimait le jardin, il aimait jardiner. Oui. C'est là qu'il montrait son excellence. La manière avec laquelle il cisaillait ses rosiers. Avec soin. Et tout ça. Donc, ça va dépendre du domaine de chacun. Selon le domaine de votre passion, il faut que les enfants vous voient en train de faire quelque chose qui les amène à dire waouh. Et en ce moment, 3 choses montrées à développer l'enfant, le caractère de l'enfant. Le caractère, c'est quoi? Ok, qui est-ce que tu veux être vraiment demain? Pas en termes de possession, parce qu'on amène toujours les gens à croire que la valeur intrinsèque par rapport à ce que tu possèdes. Mais qui est-ce que tu veux vraiment être demain dans la société? Comment est-ce que tu voudrais que les gens te voient? Comme quelqu'un qui apporte de la plus-value, qui bénit, qui impacte, ou quelqu'un qui n'apporte rien, ou qui... Il y a la cause, il y a après le caractère, il y a la cause de l'enfant. La cause, c'est quel changement veux-tu apporter quand tu seras grand. Il faut avoir des discussions avec les enfants. Et cette cause-là va changer au fur et à mesure que l'enfant grandit. L'idée, ce n'est pas d'avoir cette image déjà arrêtée dans la tête, mais c'est d'avoir les conversations avec les enfants. Et enfin, avoir la compétence. Il faut que les enfants comprennent qu'ils peuvent résoudre des problèmes. La compétence, pour moi, c'est pas connaître, c'est savoir résoudre le problème. Oui. Ok, maintenant, vous revenez dans votre chambre. Les enfants, si vous voulez, quel est le type de chambre que vous voulez avoir? Quand vous regardez votre chambre, c'est quel type de chambre qui vous ferait vraiment être content d'y entrer et de vous coucher? Quel type de chambre? Allez, rendez cela possible. C'est donc passer de cette image-là à la pratique. Et là, ça devient beaucoup plus concret. Oui. Il faut dire que beaucoup de parents, pour pousser les enfants à atteindre un certain niveau, promettent des récompenses. C'est pas si mal que ça. Mais il faut adopter la méthode des récompenses selon des standards bien définis. D'ailleurs, dans le livre, vous en parlez. Vous dites, chaque fois qu'un enfant fait quelque chose, pose un acte bien, il faut lui dire, vraiment, tu t'améliores. Au lieu de lui dire, waouh, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence-là? Oui, il faut faire une différence parce que lorsque tu dis, tu es un génie, il le croit sur parole. Il le croit sur parole, mais
dire que il est génie ne va pas prouver dans les différentes circonstances de la vie qu'il est génie. Et cette image-là, on va dire, papa m'a trompé, je ne suis pas vraiment un génie. Ce qu'il faut encourager, c'est l'effort. C'est dire, ah mais tiens, tu as pris 2 heures de ton temps. Bon, j'exagère peut-être. Tu as pris 20 minutes de ton temps pour faire ça. Waouh! Tu as laissé la télévision pour faire ça? Oh, mais félicitations. Et parlant de la récompense, oui, il faut récompenser. L'une des récompenses que j'encourage, c'est vraiment le toucher, vraiment prendre l'enfant dans ses bras. Dans ses les bras. petits câlins. Oui, c'est vrai que nous sommes les Africains, c'est difficile. Non, c'est pas question d'Africain. Aujourd'hui, ça va. Même pas ça va. Même avant l'expression de l'amour. Mon grand-père me prenait, il me faisait asseoir sur son pied. C'était une manière d'exprimer, je suis content d'être avec toi, je suis content que tu es là en ma présence. Vous voyez un peu, ce câlin-là, c'est pas une affaire, je veux dire, importée. Oui. Ça fait partie de l'humain. Savoir qu'on est touché. Et savoir que les mains qui nous touchent, ce sont les gants en velours, les mains en gants, parce que cette personne prend soin de nous. Oui. C'est pas une personne qui nous fait mal. Mais aussi, j'insiste sur le action, récompense, je n'encourage pas ça. Parce que si vous encouragez l'enfant à chaque fois que j'ai bien fait, j'ai des récompenses, la vie nous apprend qu'on n'a pas toujours des récompenses après une action. Ils seront déçus à la longue. Oui, il y a des frustrations. Dans la vie active. Dans la vie réelle, tu peux avoir bien fait, mais tu n'as pas de récompenses immédiates. C'est vrai. Oui. Et donc, il faut apprendre l'enfant. On s'est dit, ok, bon, tu as certes bien fait et parfois rester silencieux, selon le cas, selon le contexte dans lequel on se trouve. Il faut également refuser les réprimandes systématiques. Tu n'as pas, tu ne dois pas, ce que j'ai dit dans le livre, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un donner des instructions claires sur ce qu'il faut faire tout en criant. C'est une faiblesse chez moi. Ma femme me dit souvent, calme-toi un peu, parce que souvent je crie sur les enfants. Ah, mais tu n'as pas fait ça. Mais je crie. Vous avez fait la remarque qu'à un moment donné, les enfants criaient en retour, quand je me pose, j'observe les enfants, je me rends compte que quand ils échangent, ils sont en train de crier. Je dis que, mais attends, ça vient de chez moi. Et j'ai compris qu'en réalité, chaque fois que je dois discuter avec les enfants, je leur donne des instructions. Je donne des instructions claires. Et en allant dans les détails de mes instructions, ça m'empêche de crier. Ça m'amène à être beaucoup plus posé pour que le message puisse passer. Il faut se parler, il faut savoir parler, utiliser des termes appropriés sans s'emporter. Oui, sans s'emporter. Mais avec les enfants, ça demande beaucoup de patience parfois. Oui, ça demande de la patience parce que c'est bien d'avoir les enfants parce que c'est aussi le reflet de qui nous sommes. Oui. Parce que les enfants nous aident à nous améliorer. Je peux vous garantir que j'apprends beaucoup de mes enfants. Énormément. Oui. Par leur manière d'être, par la réponse à mes regards, la réponse à mes paroles, la réponse à mes gestes. Quand je dis, ah tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que il m'amène à réfléchir. Oui. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement qui nous amène à réfléchir, ça nous change et on devient de meilleures personnes. Alors, donc, les enfants en réalité contribuent à nous améliorer et à être ces personnes. Alors, Gildas, vous avez dit que vous n'êtes pas très d'accord pour le fouet. Le fouet ne serait pas une bonne méthode. Alors qu'on dit qui aime bien châtie bien. Vous pensez que ça a plutôt l'effet inverse de frapper sur les enfants? Moi, je pense qu'il faut utiliser le fouet dans le cadre du développement du caractère. Quand je parle du développement du caractère, c'est quoi? Si tu as menti, tu as parlé dans le dos de quelqu'un alors que tu aurais pu lui parler directement en face, ainsi de suite, selon les règles, les politiques de la maison, parce qu'il faut avoir les politiques et les règles dans la maison. Mais lorsqu'il s'agit d'apprentissage, parce que la rigueur et l'excellence, c'est un apprentissage. Oui. Il faut qu'il comprenne que justement, dans le processus de l'apprentissage, il peut faire des erreurs. Et s'il peut faire des erreurs, il y a des gens en face de lui qui n'utilisent pas nécessairement le fouet. Sinon mon cher, ça va les amener plutôt à vouloir gagner de l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte lorsqu'un enfant est à la quête de l'amour? Il a l'impression qu'il n'est accepté que lorsqu'il a fait ci et ci et ci. Et qu'il est rejeté s'il n'a pas respecté un certain nombre de choses. En ce moment, ça devient un problème. Donc la première condition, c'est que l'enfant doit être dans un environnement sûr. Il sait que quel que soit ce qui se passe, il est aimé. Oui. Quel que soit le gâchis qu'il aura causé, il est aimé.
Et parce qu'il est aimé, justement, on va l'aider à s'améliorer. Donc, le fouet, pour moi, n'est pas encouragé lorsqu'il s'agit d'accompagner quelqu'un dans un processus de recherche et de quête de l'excellence. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de caractère, c'est-à-dire des choix et des attitudes, des comportements, des paroles qui rabaissent les autres, qui enlèvent ce que les autres ont de fondamental, pour moi, c'est un problème. Par exemple, injurier quelqu'un, pour moi, les injures sont interdites, parce que lorsque vous injuriez une autre personne, ça veut dire qu'elle n'a pas de la valeur intrinsèque qu'elle a, elle n'est pas importante, et ainsi de suite. Il faut vraiment être ferme là-dessus. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je dois avouer qu'on a abordé quelques aspects du livre, parce que le livre en lui-même, il est d'abord profond, plusieurs thématiques bien développées. Quand les potentiels lecteurs qui nous écoutent en ce moment rentreront en contact avec le livre, ils auront davantage d'informations. Et d'ailleurs, je dois avouer que c'est un guide, parce qu'il ne faut pas le lire comme un roman. Il faut lire et appliquer pour effectivement s'arrimer à la rigueur que vous souhaitez vous imposer à vous. Alors, j'aimerais qu'on soulève un dernier aspect. Vous avez dit qu'il faut croire en quelque chose. Et vous avez la crainte de Dieu. Et donc, vous fondez votre travail de progression, de rigueur, et même la démarche, on va dire de façon générale, de votre vie sur la croyance en Dieu. Alors, quelle est la relation déjà qu'il y a entre vous et Dieu? Premièrement, je vais dire que je suis né de nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, j'allais dans une direction précise. Je faisais les choses comme je le voulais. Et puis un jour, j'ai compris que je n'honorais pas Dieu dans cette voie. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut le dire que c'était un parcours intellectuel. Parce que parfois, on se dit que être né de nouveau, c'est simplement fermer les yeux et croire en quelque chose qu'on n'a pas compris. Dans mon cas, c'était une réflexion, des analyses, et je suis arrivé à un